Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Salomon Kotro, ancien député centrafricain, Roka Landongi, les journalistes centrafricains. Et j'ai avec moi également Maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris. Merci à vous. Alors, si son installation a été saluée, le démarrage de ces travaux attendus pour octobre 2017, se pose la question de son impact. Je veux parler de la Cour spéciale, la question de son impact sur les violences en Centrafrique. Est-ce que vous pensez, M. Kotro, qu'avec cette Cour, on peut effectivement espérer que pédagogiquement, ne serait-ce que pédagogiquement, les violences baissent d'intensité dans votre pays? Mais bien entendu, l'impact de cette Cour ne viendra que lorsque, je le répète, qu'il y aura des arrestations. Que lorsque les criminels seront identifiés, seront traqués et emprisonnés, c'est à ce moment-là que d'autres criminels, que les gens sauront que l'heure de l'impunité est terminée en Centrafrique. Mais s'il n'y a rien, si cette cour est appelée à être seulement appelée cour, et derrière un rideau qui cache un spectacle, rien ne se fera. Rien ne se fera. Mais par contre, la contrainte de cette Cour est énorme. Vous trouverez aussi à l'Assemblée nationale, il y a encore soi-disant des criminels qui siègent encore au Parlement. Et donc, il y a question... Identifié, connu. Et connu. Et il y a question d'humilité parlementaire. Il faudrait que cette Cour fasse aussi des pédagogies, comme vous le dites, pour se rapprocher de l'Assemblée nationale, pour que ceux qui sont identifiés au niveau du Parlement puissent aussi que leur humilité soit enlevée pour qu'ils répondent devant la justice. Et maintenant, c'est tout ça là. Si la Cour arrive à mettre la machine judiciaire en marche, l'impact sera vite connu sur le terrain et les autres criminels auront peur pour se dire, tiens, l'heure est venue pour nous d'aller et déposer les armes et construire le pays qui a été détruit. Roka Landongi. Alors, ne parlons pas dans le vide. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des signaux qui sont susceptibles d'alerter positivement les belligérants pour qu'ils cessent les violences aujourd'hui, après l'installation de cette Cour? Monsieur Toubé, vous savez, déjà, la mise en place de cette Cour, c'est un signal fort déjà. Et puis, ça a dissuadé beaucoup les éléments nocifs qui se trouvent en République centrafricaine. Psychologiquement, ça joue. Parce que la personne se dit, si je commets effectivement des... On n'a qu'à suivre ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des témoins. Donc, vous appréciez depuis Paris. Hein. Vous ne pouvez pas vraiment dire qui ça a dissuadé aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui sont... Ça fait depuis 2015. Depuis 2015. Je vous dis, ça inquiète bon nombre. Ça inquiète bon nombre des acteurs, des protagonistes de la crise centrafricaine. Cette Cour, la mise en place de cette Cour qui est l'appropriation même du peuple centrafricain, qui est l'émanation même de sa volonté, de dire, moi, voilà, de sa volonté. Donc, aujourd'hui, ça dissuade énormément certaines personnes qui ont commis des exactions. Elles se posent des questions, qu'est-ce que ça va dire? Mais là, aujourd'hui, le débat, c'est quoi? Le débat, c'est que la Cour doit produire des résultats probants pour le peuple centrafricain. On reproche au président Faustin Touadéra de discuter avec certains acteurs de la crise de votre pays, y compris certains criminels. On est d'accord. J'ai déjà eu un politicien ici où les reproches étaient clairs. Comment se fait-il aujourd'hui, ou bien comment imaginer que la situation se décrypte alors que, pendant que les discussions sont en cours, on installe une cour pour punir ou sanctionner les criminels? Les travaux de cette cour ont commencé depuis 2000. Le président va cesser toute négociation avec les belligérants? Moi, sur votre plateau ici, j'ai toujours dit le président n'avait pas... C'était une erreur. C'était une erreur de sa part. Discuter avec les auteurs de crimes en Centrafrique. Ça, c'est sa politique. Il a choisi ainsi. Maintenant, avec le travail que la Cour va pouvoir mener sur le terrain dans les prochains mois à venir, le politique, il fera son travail et les juristes feront leur travail, les magistrats feront leur travail. Oui, justement, pour abonder très rapidement dans le même sens que Roka, le président a discuté avec les rebelles dans le cadre du DDR et non dans le cadre de l'impunité
des auteurs des exactions. Et donc, c'est dans le cas de DDR qui fait partie du programme. Prévoit une commission spéciale. Tout à fait, qui fait partie du programme. Et c'est dans ce cadre-là que le président Touadéra a dialogué avec Salomon Kotro, vous savez que le programme du DDR ne prévoit pas des discussions informelles entre le président Mais ça n'a aucune influence sur la bonne marche de la justice, de la Cour spéciale. Oui, on est d'accord que le programme DDR ne prévoit pas que le président Faustin Touadéra reçoive dans son palais des criminels avec qui présumés. Ils sont encore présumés. Oui, tout à fait. Discuter. Bon, la présomption d'innocence existe. Revenons à vous, Maître Brice Nzamba. On a essayé le DDR, ça n'a pas marché. On a essayé des négociations, ça n'a pas marché. Et là, on apporte une réponse judiciaire. C'est pas, ça pas l'air un peu naïf? Non. De faire arrêter les violences par la simple réponse judiciaire? Non, mais je pense qu'il faut toujours encourager toute initiative qui va dans le sens d'améliorer la paix, d'améliorer le sentiment d'appartenance à un État. Moi, je me répète, je pense que la Cour pénale spéciale peut-être... C'est une occasion pour la Centrafrique de reconstruire l'autorité de l'État. C'est vraiment une très bonne occasion pour la Centrafrique. Maintenant, je pense que c'est un État failli, qui est en faillite aujourd'hui, et le fait d'avoir cette cour, ça envoie un signal. Ça permet... Après, il ne faut pas non plus aussi faire le triomphe. On ne va pas rentrer dans un élan de triomphalisme, parce qu'il faut d'abord voir les effets. Il faut que cette cour commence déjà à fonctionner. Il faut que cette cour puisse diligenter les enquêtes, la marge de manœuvre que cette cour va avoir. Et comme on dit, c'est par les fruits qu'on va reconnaître. Mais moi, je garde espoir. Je pense qu'il appartient à la société civile centrafricaine, s'il en reste encore, de pouvoir peser de tout son poids pour accompagner le travail de cette cour, pour que cette cour se sente que c'est... Parce qu'au début, on a parlé de la construction de la légitimité. Parce que cette cour ne pourra être forte que si cette cour s'aperçoit qu'elle a un effet de légitimité auprès de la population. D'accord. Si les victimes se reconnaissent dans les travaux de cette cour, si la société civile se reconnaît dans les travaux de cette cour, et l'opinion publique centrafricaine, l'opinion publique internationale aussi, alors en ce moment-là, cette cour va être forte. Et si cette cour, elle est isolée, ma foi, elle ne produira rien. Je voudrais qu'on aborde très rapidement deux petits points avec vous. C'est la question, et vous l'avez évoqué, la question de l'implication des acteurs sous-régionaux, de vos partenaires sous-régionaux, et la question de l'amnistie. Très rapidement, on a effectivement épinglé des soldats étrangers quant aux crimes qui ont pu être commis dans votre pays, notamment des soldats français, congolais, y compris des soldats tchadiens. Je propose d'écouter très rapidement ce qu'en dit le président Idriss Déby, puis on en parle après, surtout de la question de l'amnistie. On écoute le président tchadien Idriss Déby, parlant des crimes commis par des soldats tchadiens en Centrafrique. Je ne peux pas croire que l'armée tchadienne soit bonne au Mali et soit mauvaise en République centrafricaine. C'est une logique que ce sont les mêmes hommes que les Nations Unies devraient tirer, quoi qu'il en soit. Puisque le rapport a été rendu public, le gouvernement tchadien a décidé d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé réellement. La justice tchadienne a été saisie, donc une enquête est ouverte pour avoir notre part de vérité de ce qui est arrivé. Mais je crois que dans l'adage ancien de certaines régions de notre pays, ils disent que pour mourir, il ne faut pas mourir seul, il faut entraîner d'autres personnes aussi avec. Il y a des pays dont leurs ressortissants, dont leurs soldats ont fait des bêtises et qui vont mal. Le rôle que le Tchad a joué est un rôle neutre. Vous avez des soldats français, les soldats congolais, est un rôle neutre. Par contre, les autres n'ont pas joué un rôle neutre. Qui a armé les anti-Baraka avec des grenades? Qui a armé les anti-Baraka avec des Kalachnikov et des munitions? Qui a créé le problème affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Allez chercher ailleurs. Salomon Kotro, la semaine écoulée, le président Faustin Archange Touadéra s'est rendu au Tchad et en N'Djamena, il dit les rapports des Nations Unies qui épinglent les soldats tchadiens n'engagent que ceux qui
l'ont rédigé. Comment comprendre cette déclaration de votre président? Le président de la République, dans son rôle dans la diplomatie, donc il revient au président, hein, il lui revient tout son droit de le dire ce qu'il pense de son pays. Mais bon, je reviens sur ce que le président tchadien a dit. Vous ne souhaitez pas faire... Le cas malien n'est pas similaire au cas centrafricain. Le cas malien, la rébellion n'était pas rentrée dans la capitale pour mettre le pays à terre. Le cas centrafricain, c'est que l'État n'existe pas. On connaît d'où viennent ces soldats-là. Et le Tchad, c'est vrai, qu'a aidé beaucoup la Centrafrique dans beaucoup de choses, mais le rapport des Nations Unies les ont accablés. Donc, pour l'instant, le rapport est là, il y aura des enquêtes, et à l'issue des enquêtes, on saura la responsabilité des uns et des autres. Vous avez dit qu'il faut que la Cour aille au-delà, il faut que la Cour aille arrêter même les criminels, en tout cas ceux qui ont pu commettre des crimes en Centrafrique. Est-ce que le président Faustin Archange Touadéra doit prendre aujourd'hui le risque de fâcher le président Idriss Déby? Alors, moi je fais partie, certains Centrafricains m'ont suivi certainement sur les réseaux sociaux, y compris M. Kotro, fait partie de ces gens qui demandaient à chaque fois que le président Touadéra devait rencontrer son homologue tchadien pour discuter franchement. Effectivement. Discuter, se dire la vérité. Avant que la justice ne fasse son travail, les politiques et les diplomates doivent faire leur travail. Maintenant, arriver chez quelqu'un et le vexer avec des mots, moi je pense que ça serait pas sage de la part du président centrafricain. Il a bien fait de tempérer les choses. Ceux qui se sont dit à huis clos pendant 90 minutes, on n'a pas le contenu. Même si on lit des articles par-ci par-là pour savoir, voilà, un peu avoir une idée. Votre souhait à vous, c'est quoi? C'est que les deux se rapprochent et que éventuellement les soldats tchadiens reviennent en Centrafrique pour aider justement cette cour à faire son travail? Du moment où nous demandons que nous soyons aidés par nos voisins. Et que même si les soldats tchadiens viennent, il ne faut pas que ce soit les soldats tchadiens de 2013-2014. Parce que nous avons vu, nous avons aussi appris. Appris quoi? Qu'il y a eu des exactions sur les gens qui manifestaient dans la capitale. Les soldats tchadiens ont tué des Centrafricains. Par les soldats tchadiens, ils ont commis des exactions sur la population banguissoise. Donc, ce ne sont pas ces éléments que nous voulons en République centrafricaine si jamais le Tchad doit intervenir militairement en République centrafricaine. Brice Nzamba, très rapidement, l'armée ougandaise s'est retirée, l'armée tchadienne aussi, le résultat, on le connaît. Les Ougandais se sont retirés de la région de Bangassou. Deux semaines après, on a vu ce qui s'est passé dans ces régions qui étaient à l'abri des violences depuis des années. Faut-il faire revenir pour le succès de cette cour et pour la normalisation de la Centrafrique, les partenaires sous-régionaux? Écoutez, moi, personnellement, c'est mon opinion, hein, c'est par rapport à mon analyse. Et je pense que la Centrafrique nous a donné un cas d'école assez intéressant, notamment c'était une sorte de laboratoire, hein, c'est-à-dire que ça me fait penser à l'Afrique à une époque où des puissances européennes étaient assises et puis chacun s'est distribué un peu les parties, parce que la Centrafrique à une époque ça a été un peu ça, c'est-à-dire que le Tchad avait ses intérêts là-bas, il fallait intervenir pour sauvegarder ses intérêts, un autre pays, le Congo-Brazzaville aussi a envoyé son contingent dans le cadre aussi de pouvoir assurer ses arrières dans ces pays frontaliers. C'est que tous les pays frontaliers, à mon avis, ont des intérêts stratégiques en Centrafrique. Alors, la sagesse commanderait, si je peux me permettre, plutôt de faire appel à des pays qui ne sont pas frontaliers. Voilà, comme ça, ces pays étant lointains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt immédiat à qui serait le chef d'État de ces pays pour avoir une influence sur lui, ça pourrait être plus objectif et plus neutre, puisqu'on parlait d'impartialité au départ. Oui. Voilà. Et pour rebondir à ce que disait le président Idriss Déby, au Mali, s'il n'y a pas eu de reproches sur les soldats tchadiens, peut-être que c'est parce que le Mali n'est pas aussi frontalier directement comme l'est la Centrafrique sur le plan géostratégique. Donc moi, je pense que il serait plus stratégique pour que la Cour spéciale puisse prospérer avec force et vigueur, qu'il y ait des États africains, mais pas frontaliers, qui puissent donner de leur contingent dans le cadre d'une mission. Pourquoi pas frontaliers? Pourquoi pas frontaliers? Parce que les pays frontaliers ont des intérêts stratégiques. Quand je dis stratégique, ça dit qu'ils ont intérêt à contrôler celui qui contrôle ce qui reste de l'État centrafricain. Vous pensez qu'il se laisserait faire? Vous pensez qu'il resterait passif quand que d'autres pays viennent d'ailleurs imposer un ordre qu'ils ne souhaitent pas? Non, mais parce qu'on est en politique. Je ne suis pas totalement d'accord avec cet argument-là. Oui, parce qu'on est en politique. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas sans ignorer que les miliciens ont été armés. Oui, il le dit, le président dit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est armé, qui est armé. Mais nous avons vu
nous avons vu en Centrafrique des soldats des autres pays frontaliers de la République centrafricaine, en l'occurrence le Cameroun, le Congo, les deux Congos, qui étaient là présents sur le terrain, qui ont bien fait le travail, qui n'ont pas été accusés directement. Aujourd'hui, c'est vrai que l'armée camerounaise n'a pas été... Les soldats congolais de Brazzaville ont été épinglés dans le rapport. Oui, bien sûr. Ont été épinglés. Mais pour des... Donc pour des exactions, pour des faits, pour quand même des crimes légers. Hein. Enfin, je veux dire légers, pour des exactions légères commises sur des filles, jeunes filles. Il ne faut pas sous-estimer la politique d'influence qui, elle, n'est pas visible. Voilà, parce que quand on voit ces soldats dans un pays, c'est jamais innocent. D'accord. Vous savez, Richard, rien que les pays de l'Afrique centrale, si les pays de l'Afrique centrale avaient la volonté de faire ramener la paix, même sans l'appui de la communauté internationale, la paix, en un mois, la paix peut revenir en Centrafrique. Parce que, bon, il y a trop d'intérêt dans la situation centrafricaine. Pour revenir à la question du succès de la Cour pénale spéciale, c'est vrai que dans la reconstruction post-conflit, la réponse judiciaire est importante. Mais est-ce si finalement la solution en Centrafrique passait par l'amnistie, à commencer par le président Jotodia et d'autres éléments, chefs de la rébellion qui ont sévi dans votre pays? Vous savez, c'est une question, vous savez. Nous avons été une génération sacrifiée. C'est vrai. Depuis, la jeunesse centrafricaine n'a pas, depuis dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une génération qui est en train d'aller à volo. À cause de quoi? À cause de ces histoires d'amnistie. À cause de quoi? À cause de ces multiples dialogues à chaque fois qu'on en fait. Et quand, à travers ces dialogues, à la fin, ils réclament l'amnistie. Et l'amnistie, ceux qui ont tué sont amnistiés, ils sont libres, ils répètent la même chose. Aujourd'hui, je veux bien que l'Indotodia, que ceux qui sont cités ici soient amnistiés. Mais il faudra à un moment donné que la justice aussi fasse son travail. Donc, d'où la nécessité, l'appui pour que cette cour aille jusqu'au bout. Très rapidement. Je partage le même avis que M. Cotreau. Aujourd'hui, ce ne sont pas les grandes instances qui ont décidé à ce que cette cour soit créée. Les grandes instances ont accompagné la volonté du peuple centrafricain à mettre en place cette cour. Donc, écoutons pour la première fois le peuple centrafricain pour que l'avenir soit meilleur pour ses enfants. Président Zamba, dans une situation pareille, faut-il privilégier l'amnistie, le pardon à la force, à la réponse judiciaire? Oui, écoutez, moi je dirais que la politique, c'est-à-dire le vivre ensemble, ce n'est pas le domaine du religieux. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le domaine du pardon ou de la confession. D'autres pays l'ont voilà, fait. Que, oui, mais il ne faut pas, en fait, les comparaisons n'est pas raison. Voilà, c'est-à-dire que chaque État a sa spécificité. Et quand un État a une histoire de violence politique récurrente, à mon avis, la réponse la plus adéquate, ce n'est pas les amnisties. Parce que les lois d'amnistie sont des lois qui sont prises dans un processus de réconciliation sincère et véritable. Et donc l'objectif est d'éviter la récidive. Mais à partir du moment où on prend des lois d'amnistie et que quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, il y a encore des guerres civiles et les personnes qui ont été amnistiées, c'est les premières personnes qui encore commettent les délits et les crimes les plus graves. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, en tout cas certains États africains, ont plus besoin d'une justice, ont plus besoin de rigueur au niveau de la justice. Je pense que cette Cour, pour moi, je souhaite en tout cas qu'elle fasse un travail, qu'elle enquête et qu'elle interpelle des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes et que ces personnes répondent. Parce qu'à l'autre bout, il y a des victimes, M. Todgo. Il ne faut pas oublier les victimes. On les oublie souvent. Fin, mesdames et messieurs de Politicien, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.